Monsieur Moreau, bonjour. Alors pour cette seconde vidéo de début 2018, on va parler des évolutions économiques en cours et notamment des monnaies virtuelles et des crypto-monnaies qu'on appelle. Récemment, certains souverainistes notamment, comme Jacques Sapir, je crois, ont préconisé de les interdire. Selon vous, est-ce réaliste ? Interdire les monnaies virtuelles, c'est pas possible. Il faut couper Internet et l'électricité. Donc c'est quelque chose qui est pas réalisable. La question c'est qu'est-ce qu'on peut en faire? Et au-delà des monnaies virtuelles, qu'est-ce qu'on peut faire de la technologie sur laquelle ça repose, c'est-à-dire la technologie du blockchain, qui est, pour parler simple, qui permet, pour parler simple, d'avoir un algorithme décentralisé qui est autonome et qui règle finalement une monnaie. Et donc, est-ce qu'il y a moyen de régler d'autres choses par rapport, grâce à ces technologies? Je pense que aujourd'hui, c'est la véritable question qui se pose. La monnaie virtuelle, en fait, c'est quoi? C'est un algorithme qui n'est contrôlé par personne. Donc, c'est-à-dire que cette monnaie n'est contrôlée ni par une banque centrale, ni par des entités privées. C'est un algorithme en liberté et qui donne une valeur à la monnaie en fonction de l'offre et de la demande. Donc, c'est-à-dire que plus vous aurez de demandes de transactions ou de dépôts, on va dire, dans cette monnaie, plus la monnaie va prendre de la valeur. Et c'est ce qui se passe avec le Bitcoin. Le Bitcoin a un avantage, c'est que c'est la première monnaie, donc c'est celle que les gens se sont mis à utiliser. Et aussi le fait que si vous allez sur le dark web, c'est ce qui vous permet d'acheter des armes, de la cocaïne, des tas de choses qui sont interdites et que vous pouvez payer en Bitcoin. Pourquoi? Parce que, comme son nom l'indique, crypto-monnaie, les transactions sont cryptées et donc elles sont en principe indétectables. Les conséquences en fait justement de l'apparition de ces crypto-monnaies et de la technologie blockchain, en fait aujourd'hui on ne les connaît pas. Parce qu'on peut juste les imaginer ou les anticiper. Du point de vue monétaire, si ça se produit réellement, ça veut dire que notamment des débats comme le franc et l'euro sont complètement obsolètes. Ça n'a plus aucun sens. Puisque finalement aujourd'hui, si vraiment il doit y avoir une monnaie européenne, à la limite ce serait la Banque Centrale Européenne d'émettre une monnaie virtuelle, mais dont elle perdrait le contrôle. Puisque le principe des monnaies virtuelles, c'est qu'elles ne sont pas gérées par une banque centrale, mais c'est qu'elles sont en totale liberté. Et d'ailleurs, l'idée qui sous-tendait à la création de la monnaie virtuelle, donc en 2008, c'était justement après la crise, de faire une monnaie qui soit indépendante des banques centrales, qu'on ne puisse pas manipuler. Pour en finir avec le Bitcoin aujourd'hui pose un problème parce que c'est devenu un objet de spéculation. Donc effectivement, comme encore une fois les transactions Bitcoin ont été très importantes, comme elles sont notamment utilisées énormément sur le dark web, finalement le nombre de transactions a augmenté, la demande de Bitcoin a augmenté, donc le Bitcoin a pris de la valeur. Mais en fait on ne sait pas quelle sera la valeur demain, si demain les gens passent à une autre crypto-monnaie, ou s'il y a d'autres choses qui se mettent en place, en fait on n'en sait rien. Et à mon avis, l'avenir de la technologie blockchain, c'est pas de créer des monnaies qui soient un objet spéculatif. C'est l'accélération des transferts d'argent, c'est le fait qu'on peut non seulement transférer de l'argent, mais des actes de propriété en toute sécurité et quasiment à la vitesse d'un email. C'est ça la véritable innovation. Et il y a également une autre innovation qui est le fait que ce soit décentralisé. Et à mon avis, c'est là-dessus d'ailleurs que c'est le plus intéressant, en dehors des aspects que j'ai évoqués, c'est qu'on peut très bien imaginer qu'un jour, des génies comme ceux qui ont créé le Bitcoin en 2008, mettent au point un algorithme qui crée un YouTube décentralisé, un Facebook décentralisé, un Twitter décentralisé. Et ce qui fait qu'il n'y aura plus aucune censure. Et que finalement, chaque dépositaire d'ordinateur ou de serveur, voilà, soit le témoin et l'enregistreur de toutes les transactions qui vont se passer sur Facebook, sur YouTube, voilà. Et c'est ça qui, à mon avis, fait très peur, notamment aux États, et également aux fameux GAFA, donc Google, Amazon, Facebook. Amazon moins, parce que derrière, il y a
il y a une vraie capacité de logistique, hein, d'envoyer des livres, des livraisons, etc. Mais en fait, c'est ça, c'est qu'est-ce qui se passe si demain, par exemple, il y a un algorithme qui sort, qui est mis à la disposition des chauffeurs de taxi ou des chauffeurs de métro, et qui remplace Uber. Et donc, du coup, Uber disparaît. Il n'y a plus besoin d'avoir un système centralisé, puisque tout sera décentralisé. Plus de censure sur YouTube, plus de censure sur Facebook. L'équivalent en fait décentralisé, c'est ça. Et en fait, c'est ça que rend possible la technologie blockchain, c'est-à-dire un système entièrement libéré sans aucun contrôle. Du point de vue, pour revenir de la monnaie, ça pose de problème aux États, c'est-à-dire qu'en principe, la monnaie était un droit, même un devoir régalien, que nous avons abandonné avec l'euro, mais était des pouvoirs régaliens de l'État. Et si jamais, en fait, les entités économiques, que ce soit des personnes physiques ou des personnes juridiques, se mettent à utiliser les monnaies virtuelles, en fait, l'État va perdre le contrôle sur les transactions qui se passent à l'intérieur de son pays et même à l'extérieur. Et donc la question va se poser une fois de plus, comment les contrôler? Alors on peut proposer effectivement d'interdire la monnaie, hein, c'est ce qu'on a entendu notamment chez certains souverainistes, mais c'est pas possible. Si vous voulez interdire la monnaie virtuelle, il faut voilà, c'est ça, il faut couper l'électricité, couper Internet. Alors vous pouvez faire comme Philippe le Bel, hein, puisqu'en fait la monnaie virtuelle referait revenir la France à l'époque pré-Philippe le Bel, où différentes entités pouvaient mettre la monnaie. Mais quand vous émettiez une monnaie, après les lois qui ont été prises par Philippe le Bel, vous risquez de vous faire couper la tête. Donc, mais est-ce qu'on va menacer de couper la tête aux gens qui vont utiliser le Bitcoin? Surtout que c'est extrêmement compliqué de capter une transaction en Bitcoin. Et de prouver que la transaction a eu lieu, et de prouver qui en est à l'origine, etc. Donc, à mon avis, ça va obliger notamment les souverainistes à repenser la souveraineté, c'est-à-dire à se concentrer sur d'autres choses que la monnaie, parce qu'il y a des chances que la monnaie, finalement, perde son côté, justement, de ressources souveraines. Et paradoxalement, ça pourrait avoir des conséquences de retour de la souveraineté sur d'autres aspects, c'est-à-dire la police, la justice. Notamment, si vous voulez interdire l'utilisation de Bitcoin, il va falloir mettre en place une justice spéciale. La défense, etc. Tout ce qui était les attributs de l'État, en fait, de la souveraineté de l'État, eh bien, en fait, il va leur rester ça, et ce ne sera plus la monnaie. Tout ça, en fait, ce sont des hypothèses, parce qu'encore une fois, les conséquences du Bitcoin, et surtout de la technologie du blockchain, hein, au-delà du Bitcoin, c'est le blockchain, ou le Hgraph, qui est la technologie suivante, qui est beaucoup moins consommatrice d'énergie et plus légère en matière de transfert de données. Et bien, en fait, finalement, c'est ça que ça va ouvrir, c'est-à-dire un système décentralisé qui va forcer les États, s'ils veulent survivre, à s'attaquer à leur vraie souveraineté, à leur vraie manière d'exercer la souveraineté. Mais ce qui est intéressant, notamment en Russie, pour revenir à la Russie, c'est qu'il y a 4 mois, Vladimir Poutine a rencontré le fondateur de la deuxième ou troisième monnaie virtuelle, qui est l'Ethereum, et qui, contrairement au blockchain, est un système ouvert sur lequel peuvent être bâties d'autres monnaies. Et parce que la Russie, elle, veut produire son crypto-rouble. Et à mon avis, c'est plus un espèce de crash test. C'est une idée de voir un peu quelles vont être les conséquences. Parce qu'encore une fois, les conséquences du passage aux monnaies virtuelles, à l'utilisation de la blockchain, sont encore quasiment inimaginables. Mais ça peut être une révolution extrêmement importante. Et surtout, ce qu'essaie de trouver la Russie, c'est une solution pour faire en sorte que si vous vous faites voler, par exemple, la ligne de code qui correspond à votre somme d'argent en Bitcoin, vous n'allez pas les porter plainte. Si jamais vous participez à ce qu'on appelle une ICO, Initial Coin Offer, donc qui est une espèce de prise de participation dans un projet, si jamais finalement vous faites escroquer votre argent, à qui vous allez vous adresser? À personne. Donc la Russie essaie de trouver une espèce de projet alternatif qui, en vous autorisant à utiliser la monnaie virtuelle, donc le crypto-rouble, vous devez vous enregistrer et donc vous bénéficiez de la garantie de la protection de l'État par rapport à votre risque. Et c'est peut-être ça en fait qui est la véritable idée par rapport justement au Bitcoin qui est totalement décentralisé, c'est-à-dire de proposer une monnaie qui a les avantages de la monnaie virtuelle, c'est-à-dire la rapidité, la fluidité,
Le fait, alors en revanche, la question aussi c'est qu'est-ce qui va, est-ce que cette monnaie va être totalement autonome? En principe, la technologie décentralisée veut ça. L'Estonie, qui veut aussi se doter de sa monnaie virtuelle, a dit qu'elle sera indexée sur l'euro. Mais si c'est une monnaie virtuelle, si c'est un algorithme autonome, ce qui fait que les gens ont confiance, si c'est autonome, c'est parce qu'elle n'est pas indexée, voilà, parce qu'elle n'est pas centralisée. Donc aujourd'hui, tout le monde tâtonne. Les Russes, je pense, sont toujours, comme toujours dans ce genre de choses, ont un peu un temps d'avance. Les Chinois, eux, ont interdit l'utilisation du Bitcoin autant qu'ils le peuvent, mais il se dit aussi qu'ils font des tests, c'est-à-dire, par exemple, qu'est-ce qui se passe si tout d'un coup la Chine achète, bon, je prends des chiffres un peu, mais pour 1000 milliards de Bitcoin, et 3 jours après, les vend. Est-ce que ça va... Il y a des tas de choses qu'il faut tester par rapport à ça. À mon avis, l'avenir, la technologie du blockchain ou du hashgraph qui suivra peut-être cette technologie, moins consommatrice d'énergie et de données, est surtout intéressante dans le fait de cette liberté nouvelle que ça va créer, avec toutes les possibilités justement de nouveaux algorithmes qui vont apparaître. Ce qui est clair, c'est que notre avenir sera rythmé par l'avancée dans ces technologies décentralisées. Oui, parce que paradoxalement, cela peut ramener... Alors, on a l'impression qu'au départ, c'est quelque chose qui nous ramène presque à un état de piraterie universelle, où chacun fait un peu ce qu'il veut, où c'est la loi du plus fort, et en fait ça nous ramènerait, selon ce que vous dites, presque à quelque chose où la monnaie reprend sa valeur d'échange et non plus sa valeur de spéculation, donc directement de producteur à consommateur en fait. Bah, c'est ça en fait, il ne faut pas résumer la technologie du blockchain au Bitcoin. Le Bitcoin c'est vraiment quelque chose de très spécifique. Mais pour revenir par exemple sur ce que je disais sur la souveraineté par exemple, aujourd'hui vous pouvez acheter de la cocaïne sur le dark web en Bitcoin et vous la faire livrer. La souveraineté d'un État va s'affirmer dans sa capacité à neutraliser les réseaux de vente de drogue. Voilà. On a combattu le trafic de drogue, notamment en confisquant les avoirs, l'argent sale issu de la drogue. Avec l'arrivée des monnaies virtuelles, notamment du Bitcoin, ça va devenir quasiment impossible. Donc il faut revenir, en fait, l'État pourra exercer sa souveraineté, notamment dans le domaine policier, en fait, en démantelant les réseaux de trafic de drogue. Il y a toute une approche. En rétablissant des frontières, par exemple. En rétablissant des frontières. C'est ce que je veux dire, c'est que le paradoxe du Bitcoin, c'est que ça a l'air comme ça d'être un destructeur de souveraineté, puisque la monnaie, encore une fois, on va revenir à la période d'avant Philippe le Bel, mais en même temps, ça va forcer aux États, et surtout un État, par exemple, socialiste comme l'État français, qui vit en prélevant une immense quantité de la richesse nationale. Si tout d'un coup, les fournisseurs, les employés, tout le monde se met d'accord pour être payé en Bitcoin parce que plus personne ne fait confiance à l'euro, il ne pourra pas faire grand-chose contre ça. Donc il sera obligé, pour continuer à survivre, surtout qu'en France on a quand même un parti unique énorme qui doit vivre, il sera obligé de trouver d'autres moyens de prélever la richesse et donc de renforcer la souveraineté sur les frontières, sur la justice, donc on peut assister à des phénomènes assez contradictoires, où vous verrez finalement les chantres du néolibéralisme, donc de la libre circulation des produits, des biens, etc., pour permettre au parti unique, donc je pense surtout le cas de la France, comme parti unique français, il faut qu'il continue à prélever la richesse sur les gens qui travaillent. Et si ces gens qui travaillent passent en monnaie virtuelle, ils ne pourront plus le faire. Et donc on va finalement assister peut-être à un retour de la souveraineté policière ou judiciaire de la part des porteurs justement de l'abolition des frontières. On peut assister à des choses assez intéressantes dans les années qui vont venir, effectivement. Alors concrètement, est-ce que vous pouvez résumer ce qu'est la technologie blockchain pour les internautes qui ne connaissent pas bien? Alors la technologie blockchain, en fait, c'est un algorithme qui a été lancé sur des serveurs en 2008 au moment de la crise, parce que donc on cite un nom, j'ai oublié, d'un soi-disant informaticien japonais qui l'aurait lancé, mais en fait a priori on a plus affaire à une équipe, et donc il voulait permettre aux gens d'utiliser une monnaie qui soit indépendante des banques centrales, qu'on ne puisse pas manipuler. Et donc c'est un algorithme qui fait que toutes les transactions de gens qui utilisent cette monnaie sont enregistrées par tout le réseau. Et le réseau, c'est quoi? C'est ce qu'on appelle des fermes ou des mines de gens qui ont des serveurs et qui permettent au réseau de fonctionner. Et donc, le Bitcoin
consomment énormément d'énergie et de serveurs. Et c'est pour ça que dans l'algorithme, il est prévu que ceux qui fournissent des serveurs soient rétribués en Bitcoin pour cette mise à disposition des serveurs, donc ce qu'on appelle les mineurs, qui permet d'alimenter ce fonctionnement. Voilà, c'est ça. Et donc, à partir de là, il y a toute une économie qui s'est créée. Donc, il y a les mineurs. Donc, il y en a beaucoup en Russie, puisque l'électricité n'est pas chère. Qu'en plus, ils s'installent dans le nord, puisqu'il faut du refroidissement, comme pour les serveurs. Dans le nord, il fait froid. Donc, il y a beaucoup de mineurs qui se sont installés. Donc, ça, c'est une première source d'argent. Ensuite, il y a des gens qui utilisent cette technologie, parce qu'elle est rapide. Parce qu'encore une fois, vous pouvez changer très rapidement, et ça coûte beaucoup moins cher que de passer par une banque. Mais il y a des gens qui vivent de cette activité, oui. Mineurs, par exemple. Ah oui, bien sûr, il y a des fermes, hein, vous avez des rangées de serveurs voilà, et qui sont rémunérés en Bitcoin. Alors ce qui est intéressant, c'est que les fondateurs de l'algorithme, en fait, ont limité la production de Bitcoin, je crois, à 21 millions, ce qui devrait nous amener jusqu'en 2050. Et on ne sait pas après ce que ça va donner. Donc, mais bon, déjà, on peut trader des fractions de Bitcoin, enfin tout est... oui. Mais par exemple, un fermier ou un mineur qui... concrètement, comment dans sa rue il va acheter ses légumes qu'il a besoin? Alors, il y a des magasins maintenant, il y a des pays où le Bitcoin est accepté. Vous allez en Suisse, vous avez des terminaux, vous pouvez acheter du Bitcoin. Je crois qu'en magasin, en Russie, il y a des magasins sur Internet où vous pouvez acheter en Bitcoin. Il y a, je crois, c'est le Niger ou le Nigeria qui aussi commence à l'utiliser. Il y a des pays comme l'Estonie. L'Ukraine a émis l'idée d'avoir un Bitcoin, mais bien sûr, ça, ceux qui financent l'Ukraine ne veulent pas, parce que déjà que l'argent qui est envoyé à l'Ukraine est siphonné. Si en plus il y a une monnaie virtuelle qui apparaît, ça va partir. Mais c'est quelque chose qui est de plus en plus évoqué. Donc à la fois les monnaies virtuelles, puisqu'il y a le Bitcoin, mais il y a énormément de monnaies virtuelles. Donc les plus connus, c'est ça, c'est le Bitcoin, Ethereum. Et le Bitcoin a l'avantage de l'ancienneté. Et voilà, et donc c'est devenu un produit spéculatif parce qu'encore une fois, ça on a connu, si vous aviez acheté un Bitcoin en 2008 où $1 valait 0,001 Bitcoin, vous imaginez aujourd'hui où il vaut 13 000. Donc, mais à mon avis, c'est moins intéressant du point de vue spéculatif que du point de vue de ce que ça permet du point de vue technologique. Ouais. C'est vraiment, une bascule qui permet d'accélérer les échanges comme jamais. C'est-à-dire d'autres monnaies qui peuvent apparaître de ce genre-là ou... Il y a déjà plusieurs dizaines, sans doute même maintenant des centaines de monnaies virtuelles. Et notamment lorsque vous lancez ce qu'on appelle une Initial Coin Offer, c'est-à-dire un projet qui est financé par la vente de tokens, c'est-à-dire de monnaies virtuelles que vous produisez vous-même, qui vont prendre de la valeur quand le système va commencer à fonctionner et qui vont faire que, comme les gens vont consommer votre monnaie virtuelle pour l'activité que vous proposez, eh bien en fait, la monnaie virtuelle qu'ils possèdent va prendre de la valeur. Eh bien, à chaque fois, il y a une nouvelle monnaie qui se crée. Alors, prenons un scénario. Moi j'ai un réseau, par exemple, de gens qui suivent nos travaux sur Internet ou chose comme ça. Je leur propose une monnaie pour échanger des biens entre nous, des choses qu'on produit. Donc ça veut dire qu'au bout d'un certain temps, cette monnaie aura une valeur et on pourra l'échanger contre d'autres monnaies sur une place financière de monnaie virtuelle, c'est ça que ça veut dire? Par exemple, on va dire que vous êtes journaliste, donc vous voulez créer une agence de presse. Donc vous allez préparer un projet, faire ce qu'on appelle une page blanche, dans laquelle vous allez expliquer votre projet, en disant voilà, je vais faire ça, il n'y a pas d'agence de presse indépendante en France, il y a un énorme potentiel, je mets en vente 1 million de tokens de mon agence de presse. Et à terme, les gens vont, avec l'idée que derrière les gens vont s'abonner et que donc ça va rapporter de l'argent. Et donc là, les gens vont faire un peu comme s'ils achetaient des actions. Ils vont vous acheter des tokens en se disant que lorsque vous allez trader les informations que vous allez vendre, les gens vont utiliser vos tokens. Et que votre monnaie va prendre en crédibilité, qu'elle va faire comme le Bitcoin et que du coup, le nombre de transactions va augmenter et que donc vous allez devenir... voilà. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, par exemple, lancer ce qu'on appelle une ICO, une Initial Coin Offer, n'importe qui peut le faire. Et c'est un moyen de lever des fonds sans avoir recours à une vente d'actions. Voilà. Oui. Donc c'est des choses... alors évidemment, il y a beaucoup d'escroqueries. Hein. D'ailleurs, quelquefois, vous voyez des ICO
Il n'y a pas de contenu, il n'y a rien. Il y a juste un projet, peut-être une idée. Oui. Mais il y a des gens qui ont levé comme ça. Je crois que la plus grosse ICO, c'est 220 millions de dollars, sous réserve. Mais lever 20, 30, 40 millions de dollars, c'est des choses qu'on voit. Et en ce moment, c'est vraiment la mode. Après, c'est très spéculatif aussi. Une ICO, effectivement, il y a un moment où elle monte et après où elle descend, où les gens veulent essayer de rentrer dans leur investissement. Dans l'investissement, oui. Ouais. Concrètement, à terme, qu'est-ce que ça signifie pour le système financier international? Est-ce qu'on va vers un système hybride où il y aura les monnaies nationales plus les monnaies... À mon avis, c'est quelque chose comme ça. Je pense que tôt ou tard, il y aura une réaction. Déjà, je pense que les États interdiront les achats sur leur territoire en monnaie virtuelle. Ça, je pense que c'est une réglementation qui peut se passer. Je crois que même, par exemple, encore une fois, un pays aussi socialiste que la France ne peut pas survivre si elle perd le contrôle des transactions. S'il n'y a pas ce prélèvement massif sur la richesse du pays pour faire tenir le parti unique qui tient le pays, ça sera pire que l'effondrement de l'URSS, que la fin du parti communiste non soviétique. Donc je pense qu'il y aura une interdiction d'utiliser la monnaie virtuelle pour les achats. Après, comment est-ce qu'elle va être appliquée concrètement? Parce que, encore une fois, c'est une monnaie, c'est une confiance. Si j'estime que je peux avoir confiance en vous et acheter avec vous en monnaie virtuelle, et que notre transaction va se passer, voilà. Par exemple, imaginons dans 2 ans, Emmanuel Macron interdit l'utilisation des monnaies virtuelles complètement en France. Moi, je vais vous acheter votre voiture. Votre voiture vaut 50 000 €. On va dire quelque chose d'autre, un bien immobilier. Et vous voulez, moi je vais avoir un bon prix, et vous voulez pas payer impôt sur la plus-value ou quoi que ce soit. Alors, on va se mettre d'accord sur un prix. Et une partie du prix sera en monnaie réelle, en euros, et le reste sera en bitcoin. Et qui va pouvoir contrôler ça? Voilà. Et c'est pour ça que maintenant la police fiscale, quand elle démarque chez vous, elle confisque vos clés USB, elle va sur votre ordinateur, voir si vous n'avez pas des lignes de code qui correspondent à vos monnaies virtuelles. Mais de toute manière, la solution sera, je dirais, toujours un peu hybride, un peu intermédiaire. Il y a un moment où ça deviendra tellement peu confortable d'avoir des bitcoins qu'il faudra peut-être avoir de la monnaie réelle. Mais pour ça, ça veut dire que le parti, le régime doit renoncer en fait à avoir une fiscalité oppressive. À mon avis, c'est ça. Oui. Parce qu'avant, quand il y a des tas de choses que vous pouviez faire. C'est facile pour l'État de vous contrôler. Il contrôle votre cash, il contrôle. Voilà. Finalement, et en plus aujourd'hui, les États, notamment un État comme la France, essaient de limiter la circulation du cash. C'est ça. Et en fait, aujourd'hui, ce qui arrive, c'est pire que le cash. Et oui. C'est une ligne de code qu'on va pouvoir se transmettre comme on veut. Et donc finalement, ça forcera peut-être, j'essaie d'entrevoir, encore une fois des hypothèses, la France à sortir du socialisme, c'est-à-dire à proposer un système fiscal attractif pour que les gens n'aient pas envie d'utiliser le Bitcoin. Si la France sort du socialisme, comme vous l'appelez, toutes les prestations sociales justement, ou qu'est-ce que ça devient? Tout le problème est là, c'est-à-dire que si jamais le système fiscal français est trop contraignant, comme il est aujourd'hui, c'est intenable, les acteurs économiques vont de plus en plus travailler en monnaie virtuelle. Ce sera très difficile à combattre, encore une fois c'est beaucoup plus compliqué que le cash. En parallèle finalement. En parallèle, donc il va y avoir une économie parallèle qui va se créer. Alors vous pouvez, je pense que c'est ce que ferait Jean-Luc Mélenchon, comme Philippe Lebel, c'est-à-dire vous dites on coupe la tête de tous ceux qui utilisent du Bitcoin. Mais à mon avis, tout le monde va en utiliser, donc c'est pas... voilà. Ou alors, vous créez un système fiscal équilibré, où finalement l'entrepreneur, celui qui a plus d'avantages à utiliser la monnaie réelle, la monnaie nationale, pour réaliser ses achats, que d'essayer de passer par le Bitcoin, qui est toujours une transgression. Mais ce qui est clair, c'est que je pense que je ne vois pas comment un pays peut tenir fiscalement en autorisant les échanges en monnaie virtuelle. Alors maintenant, peut-être qu'on va trouver une autre solution, mais voilà, il va y avoir une espèce de concurrence au niveau fiscal. Et à moins d'interdire Internet. Voilà.
ça c'est parce qu'il y a tellement aujourd'hui de serveurs, il y a des places de marché virtuels où les gens achètent, vendent en permanence des monnaies virtuelles, contre de la monnaie réelle, contre c'est absolument... et finalement, le système répressif un peu socialiste à la française, face aux monnaies virtuelles, je ne sais pas comment il va s'en sortir. Ah oui. Alors c'est le paradoxe un petit peu, c'est-à-dire Macron et tout, qui se font les chantres de la modernité, vont être un petit peu balayés. Je me souviens pour les primaires, vous voyez, Madame Kosciusko-Morizet qui parlait de l'économie numérique, parce que ça sonne bien. Ah oui. Non, mais en fait, ce dont ils ne se rendent pas compte, c'est qu'en fait, l'arrivée justement de la décentralisation des algorithmes, hein, de tout ce qui se passe sans contrôle, c'est la fin un peu de leur univers. C'est-à-dire l'univers de l'hyperclasse socialiste, hein, sur le modèle soviétique, qui se donne les bons postes, voilà. Parce que tout ça fonctionne parce que, en fait, cette espèce de parti parasite, de grand parti unique parasite qui dirige la France, prélève la richesse chez les gens qui travaillent. C'est ça. Et les gens qui travaillent ont de moins en moins envie de partager leur richesse avec des gens qui ne servent à rien. Et donc effectivement, on va arriver à des scénarios où finalement ceux qui sont les chantres de l'économie numérique vont se rendre compte que c'est ce qui va les enterrer. Si Macron va au bout de la révolution numérique, il sera plus payé. Voilà. En gros, pour caricaturer un peu... Donc les gens qui ne sont rien vont les balayer. Tout à fait. Non, mais il faut voir une chose, c'est que Internet a développé une liberté, notamment une première étape, même si ça ne permet pas de gagner l'élection en France, mais ça a permis une liberté de transmettre l'information qui est unique. Et aujourd'hui, on est à l'étape suivante, c'est-à-dire que ça va permettre de faire des échanges sans que ça se sache. Mais moi, c'est pas tellement sur le niveau de la monnaie en fait que j'attends même si pour la révolution va être colossale à mon avis, c'est surtout au niveau si un jour il y a quelques génies qui arrivent à sortir, imaginez un YouTube décentralisé. Il n'y a plus de modérateur, vous pouvez mettre en ligne une vidéo, vous ne contrôlez pas les commentaires. Personne là. Et on ne peut pas bloquer le site, puisque, encore une fois, la solution, c'est de couper Internet, puisque de manière, tout est hébergé par tout le monde. Oui, c'est ça. Imaginez, aujourd'hui, on voit bien, notamment, il y a toute une volonté de censurer tout ce qui est conservateur, identitaire, etc. sur YouTube, sur Facebook. Mais imaginez un Facebook décentralisé, qui fonctionne comme un algorithme autonome que personne ne contrôle. Aujourd'hui, vous n'êtes pas content de ce qui se passe sur Facebook, vous faites comme on fait aux États-Unis ou en France, vous appelez le fondateur de Facebook et puis vous le mettez au garde à vous lui dites voilà maintenant, sinon j'interdis Facebook en France, voilà. Mais si c'est décentralisé, vous allez convoquer qui ? Oui, sauf qu'après, on va dire que Facebook ou YouTube, il y a quand même une architecture du site. Enfin, il faudrait bien que quelqu'un produise ça et oui, on fera ça. Pourquoi pas ? C'est des choses. L'idée, c'est l'idée de la décentralisation. Chacun héberge du contenu, une partie du contenu. Voilà, c'est-à-dire que vous avez, en fait, finalement, YouTube, Facebook, Twitter, Uber, c'est des transactions. C'est ça. Uber, c'est une transaction. Si par exemple, tout d'un coup, il y a un algorithme qui apparaît, qui est mis à disposition des chauffeurs de taxi et des clients, qui vous permet de commander un véhicule. Il faut voir que le Bitcoin, c'est quand même extrêmement évolué. Puisque dès le début, il était prévu que des mineurs seraient payés en Bitcoin pour construire des fermes. Vous imaginez, voilà. Et qu'est-ce qui se passe si demain, il y a un algorithme décentralisé qui sort sur les taxis mobiles ? C'est Uber qui a remplacé les... C'est-à-dire Uber qui ne possède pas une voiture... va être balayé. C'est-à-dire que le chauffeur, le taxi, il va utiliser l'algorithme et il va avoir ses clients avec un système de paiement. Alors c'est compliqué, hein, mais encore une fois, il n'y a pas de... Et surtout, ce sera nulle part, ce sera décentralisé. C'est assez étonnant parce que finalement, ça rejoint l'idée de... Enfin, une des rares idées positives du marxisme, c'est que chacun devient le maître, le propriétaire de ses moyens de production, en fait. Dans ce cas-là, oui. Dans ce cas-là, maintenant, il faudra toujours fabriquer les voitures. Voilà. Et voilà, la question qui se pose, c'est où est la richesse ? Le bien matériel, voilà. Où est la richesse ? Est-ce que c'est le pays, plutôt l'île offshore, où les fondateurs d'Uber ont leur compte en banque ? C'est ça. Ou est-ce que c'est le pays qui produit les voitures ? Voilà. Donc ça, après, ça pose d'autres questions. Et bon, pour moi, c'est ce qui m'intéresse le plus parce que, encore une fois, dans les États, dans les régimes socialistes comme le régime français, ils vivent en prélevant la richesse. Et l'économie numérique va les empêcher de le faire. Donc ils vont être forcés de se réformer.
soit de basculer un modèle vainqueur Corée du Nord, oui, ça j'y crois quand même pas trop, soit obligé de se réformer et d'être efficace. Est-ce que ça veut dire qu'à terme, on verra des acteurs para-étatiques émerger en s'appuyant sur ce... Je pense pas, parce que justement, les acteurs para-étatiques, c'est les GAFA. Oui, Google, Amazon, Facebook. Ouais. Donc, voilà. Mais encore une fois, ce que j'espère, ce que j'appelle de mes voeux, enfin, peut-être risqué, mais c'est justement des processus décentralisés. Qui seront... vous pourrez, alors, évidemment, ce sera délicat, parce que tout deviendra possible. Bah, comme aujourd'hui, le Bitcoin sur le Dark Web, vous pouvez acheter... c'est pas mon activité, je suis pas allé dessus, mais vous pouvez acheter de la drogue, peut-être des prostituées, des armes, voilà. Donc voilà. Et au lieu de penser de l'interdire, il faut plutôt essayer d'en tirer les bonnes choses. Ce qui est c'est impossible de l'interdire. Oui. Et la Russie a voulu interdire LinkedIn, pour de bonnes raisons, puisque LinkedIn refusait de mettre des serveurs en Russie. Et donc mais aujourd'hui, vous téléchargez un VPN, ça vous permet d'aller sur LinkedIn. Voilà, c'est de la même manière, l'Ukraine a interdit VKontakte, donc qui est le Facebook russe. Bon, ben, n'importe quel adolescent de 13 ans sait contourner l'interdiction. Et en plus, comme vous l'interdisez, ça rend l'attrait encore plus important. Pour reprendre toujours l'exemple ukrainien, mais les chaînes russes maintenant sont interdites, mais vous avez tout accès par Internet. Bien sûr. Et même si vous bloquez le site, vous avez accès par un VPN, vous pouvez toujours contourner. Oui. Donc voilà, il faut apprendre à être souple. Donc ça veut dire que finalement on va dire des néo-souverainistes ou des souverainistes contemporains finalement pourraient avoir l'idée que plutôt que de condamner ces évolutions, plutôt s'en rendre maître. Ah, oui. Et ça nous permet ils peuvent les condamner, ça ne changera rien. Ça changera rien. Aujourd'hui, personne ne peut arrêter le Bitcoin aujourd'hui. Il est là, le Bitcoin. Par exemple, Philippe le Bel avait raison de prendre le contrôle de la monnaie parce que c'était une manière d'affirmer la souveraineté. Mais en même temps, à peine l'avait-il fait qu'il commençait déjà à rogner sur l'or. Et c'est vrai que pour les entrepreneurs, le fait de ne pas savoir à quoi s'en tenir avec sa monnaie, parce que ce que vous observez aujourd'hui avec l'euro ou avec le dollar, c'est la même chose. C'est-à-dire que sur un calcul de la Banque centrale, pour relancer de manière virtuelle l'économie, on imprime tout d'un coup plus de monnaie. Ce qui fait que c'est de la monnaie qui part dans les banques, puisque c'est elles qui sont chargées de distribuer, qui investissent non pas dans l'économie réelle, mais dans les produits financiers. Donc en fait, ça contribue à creuser, en fait, à détruire la substance réelle économique productive des pays. Voilà, donc finalement, quand vous êtes entrepreneur, vous avez besoin de payer, d'acheter des fournisseurs, toutes ces manipulations de la monnaie sont intolérables. Et la monnaie virtuelle permet d'avoir une monnaie finalement qui dépend entièrement du marché. Ça c'est clair. Oui. Donc c'est un autre risque. Oui. Et c'est pour ça que je pense que la solution, ça peut être justement le crypto-rouble. Mais de toute manière, par exemple, vous prenez le rouble aujourd'hui, la Banque centrale, contrairement depuis la fin 2014, elle ne soutient plus, elle dépense plus d'argent pour acheter du rouble. Donc le rouble, en fait, il est aujourd'hui comme une monnaie virtuelle. Il est complètement... il dépend du marché, de l'offre et de la demande. C'est un peu ça une monnaie virtuelle. Oui. Donc ça veut dire que, par exemple, concrètement, pour le citoyen français, dans 1 ou 2 ans, j'aurai dans mon porte-monnaie, j'aurai mes euros pour acheter des choses dans la boutique, et puis après j'aurai mes crypto-monnaies pour acheter des services ou d'autres choses directement de... Voilà, par exemple. Et si l'État ne trouve pas la solution, vous pourrez même, si vous voulez vendre votre voiture et gagner moins d'argent vous pourrez vendre une partie en monnaie virtuelle et une partie en euros. Voilà, tout devient... et pas payer d'impôts. Et oui, c'est ça. Sur ce que vous vendez, sur ce que vous... Donc c'est pour ça que le système fiscal doit devenir attractif. Oui. Ça va forcer ça peut peut-être forcer la France à sortir du socialisme. Ouais. Et bon, encore une fois, tout ça c'est des hypothèses. Oui. Vladimir Poutine, encore une fois, a rencontré le fondateur de l'Ethereum il y a 4 mois. Depuis, ils ont annoncé le lancement d'un crypto-rouble.
y a des transactions bancaires qui se font en blockchain entre les banques russes, parce que c'est beaucoup plus rapide. Donc tout est... Parfait. Merci Monsieur Moreau pour cette introduction et puis à bientôt au cours de cette année. À bientôt.